là, on va voir des exemples que Loïc Irien d'Agora Service va vous présenter, qu'il a mis en place notamment dans le golfe du Morbihan. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la transition est assez facile, hein, surtout quand le lien est avec une résidence jeune, ce qu'on appelait il y a quelques années encore des foyers jeunes travailleurs. Donc Agora Service, que je dirige, est une entreprise qui est née de ce mouvement-là dans les années 50, en 1956 à Lorient, presque de l'utopie quelque part aussi, ou en tout cas de quelqu'un qui revenait de Paris et qui avait vu se construire les premiers foyers jeunes travailleurs au début des années 50. Et il est revenu à Lorient en se disant mon territoire doit se doter de cet équipement-là. Pour ce faire, je crée une association, cette association qui s'appelle aujourd'hui Agora Service, qui s'appelait les Amitiés Sociales à l'époque, du Morbihan, a donc porté ce projet. Ce foyer, et donc cette résidence jeune, comme on l'appelle aujourd'hui, a ouvert en 1964 à Lorient, et elle est toujours aujourd'hui active. Elle répond toujours à ce besoin de logement des jeunes. Le bâtiment est sans doute un petit peu fatigué aujourd'hui, on pense à sa nouvelle version, comme à la mode Barry, la Reine, mais ce besoin est toujours aujourd'hui présent et peut-être encore plus présent sur les dynamiques territoriales. Alors, voilà pour présenter. Alors, en quelques mots, hein, parce que ça fait beaucoup de chiffres et vous en avez déjà eu beaucoup, c'est donc une expérience que l'on a de longue date. L'expérience que l'on a en gestion de résidence sociale à destination des jeunes répond à des besoins de jeunes actifs entre 16 et 30 ans. On en gère aujourd'hui 6 résidences jeunes spécifiques, plus 3 résidences intergénérationnelles. Ça fait le lien aussi avec d'autres sujets, c'est-à-dire que nos missions, c'est aussi accompagner des personnes à maintenir leur autonomie ou à la développer. Et puis, donc on a accueilli l'année dernière 1100 jeunes sur ces résidences-là. Vous voyez quelques éléments qui ont été évoqués aussi. Ce sont des jeunes qui sont soit en formation, soit en activité, qui ont des niveaux de ressources relativement faibles, qui sont aussi en cohérence avec leur insertion sociale et professionnelle. Et donc, ça répond aussi à ce besoin d'apporter des logements pour des jeunes actifs à faibles ressources et leur permettre progressivement d'aller vers le logement classique, qu'il soit social ou qu'il soit dans le parc privé. Et on est donc sur du logement qui répond à un besoin à un moment. Et on n'a pas vocation dans nos résidences à rester. On passe, donc ça peut être quelques semaines si c'est une période de stage, à un maximum de 2 ans, que l'on considère comme étant le temps que l'on peut accorder à quelqu'un qui a besoin d'un peu plus d'accompagnement pour s'autonomiser. Et aussi pour pouvoir continuer à répondre à des besoins qui arrivent régulièrement. Donc voilà rapidement donné. Aujourd'hui, la question du logement, c'est une question centrale dans les dynamiques économiques et territoriales et d'accès à l'emploi. Un employeur qui a de l'activité, qui a les moyens de payer un nouveau salarié, va se poser la question à un moment de rechercher à résoudre une équation qui est de plus en plus complexe, qui est l'accès à la compétence. Donc la compétence aujourd'hui, on ne l'abordera peut-être pas, mais c'est un des angles des ateliers bretons aussi de l'emploi. Et derrière, c'est la formation professionnelle qui est posée et l'évolution des compétences en fonction des besoins des entreprises. Le deuxième frein que l'on va avoir, tiens, il y a un qui s'est baladé, c'est le logement. Et le troisième, c'est la mobilité, qu'on abordera tout à l'heure sur la question de la mobilité. Et aujourd'hui, la question de la mobilité et le lien au logement et la proximité de l'emploi amènent certainement une approche territoriale plus concentrée qu'elle ne pouvait l'être par le passé. Alors je vais essayer d'illustrer avec 4 exemples que même si on a beaucoup de contraintes, même si le temps est parfois long dans le temps du logement, hein, aujourd'hui, donc je vous ai dit, la première résidence, création de l'association en 56, ouverture en 64. La dernière résidence que nous ayons ouverte est à Pontivy. On a commencé le projet en 2012, on l'a ouvert en 2021. Donc ce paramètre-là n'a pas beaucoup changé, y compris parce que l'ingénierie financière qui est derrière est assez complexe et elle est nécessaire pour permettre d'avoir à la sortie des loyers qui soient cohérents avec les populations visées. L'objectif d'un gestionnaire ou d'un bailleur, c'est de faire en sorte que le loyer soit accessible au public pour lequel le logement a été construit. Alors face à ça et à cette inertie, on ne peut pas non plus se saisir de cette question sans regarder autour de soi ce qui existe et ce qui peut être utilisé. Alors 4 exemples.
On a ouvert notre résidence à Auray en 2012 à la demande des territoires. Nos demandes sont toujours la réponse à l'expression des territoires, soit des élus, soit des acteurs économiques qui sont présents sur ces territoires et qui constatent à un moment que pour pouvoir entretenir leur dynamique économique et d'emploi, une partie de la mobilité professionnelle ne trouve pas à se satisfaire par l'offre de logement sur le territoire. À Auray, quand on a ouvert en 2012, la problématique portée par les élus à l'époque était de répondre à l'emploi saisonnier. La résidence est en place centre-ville, très proche de la gare, très fonctionnelle. Elle a ouvert il y a 10 ans, elle n'a jamais désempli. Ça répond bien à un besoin durable et pas uniquement saisonnier. Et on avait cette problématique de se rapprocher des territoires où les saisons sont fortes. Auray, c'est un aspect, mais quand on descend sur la presqu'île de Quiberon, les problématiques sont encore plus exacerbées pendant les saisons, et la saison estivale en particulier, à la fois par la demande d'emploi, mais aussi par les conditions de déplacement. Je ne sais pas si vous avez circulé récemment, ces étés derniers, pour aller de Auray à Quiberon. Ça met un petit peu de temps. Même s'il y a le tire-bouchon, il ne va pas très vite. Donc cette question de ramener le logement à côté de l'emploi est une des problématiques. Ce que l'on a réussi à faire à Quiberon, avec un bailleur qui était notre bailleur, donc un des bailleurs en tout cas avec lesquels on travaille, qui est BSH sur le Morbihan, a été sollicité par un promoteur privé qui avait racheté 2 hôtels, donc aussi diminution de l'activité hôtelière, du fait d'autres éléments que l'on a évoqués tout à l'heure, et donc tout ce qui est l'offre privée de type Airbnb qui est venue aussi concurrencer cette offre hôtelière. Le promoteur rachète les 2 hôtels, ils sont l'un à côté de l'autre, indépendants mais l'un à côté de l'autre, et pour sa part sociale de son projet, il se rapproche d'un bailleur en disant ben voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Est-ce qu'il y a quelque chose à conserver? Le bailleur, quand il voit cet ancien hôtel-là, qui est le Roc Priol à Quiberon, il dit ben ça peut être la réponse délocalisée de la résidence jeune d'Auray sur une autre partie du territoire à Quiberon. On va voir le logement, le bâtiment. L'état du bâtiment est très bon. Les chambres ont été rénovées récemment. Elles sont toutes équipées d'un niveau sanitaire qui est en cohérence avec la demande des jeunes et des actifs aujourd'hui. On fait quelques aménagements dans cet hôtel. On met 2 logements PMR en rez-de-chaussée à la place de la salle de restaurant. On transforme la partie café en espace collectif de restauration pour les logements dans lesquels on ne peut pas mettre de kitchenette. Et on ouvre 1 an et demi après. C'est-à-dire qu'on a fait, avec cette opération-là, on a répondu à un besoin de territoire sur un délai très court, avec un investissement relativement raisonnable, supportable en tout cas pour le gestionnaire et surtout pour l'utilisateur final, et on apporte 21 logements à Quiberon. Opération un peu du même type à la Trinité-sur-Mer, qui est cette année, la collectivité rachète une ancienne colonie de vacances entre la Trinité et Carnac pour pouvoir augmenter la capacité d'accueil des saisonniers. Alors, la particularité de ce territoire, c'est qu'il a en plus plusieurs saisons. Il y a bien sûr la saison estivale, mais il y a aussi l'ostréiculture et la conserverie. Et ces saisons sont complémentaires, elles ne sont pas concurrentes. Donc pour un gestionnaire, ça permet aussi d'avoir un équilibre financier supportable. On a cette année, donc, à la Trinité-sur-Mer, exploité pour la première fois entre juillet et on vient de terminer là, en septembre, c'est 25 sur les 30 logements possibles, on a ouvert 25 cette année. Ils ont été utilisés pratiquement sur toute la période et ont répondu à, entre Quiberon et la Trinité, je crois que c'est 112 salariés que l'on a accueillis sur la période estivale et a répondu à des besoins de 65 entreprises. Parce qu'on est aussi attentif que ce ne soit pas 1 ou 2 gros employeurs qui s'approprient ces logements. Voilà 2 expériences sur ce territoire-là, partie de la volonté soit d'élus locaux, qui ont pour la partie à la Trinité-sur-Mer, c'est la collectivité qui a acheté cette colonie de vacances et qui est venue nous chercher comme gestionnaire. Alors, sur un autre territoire, 2 autres expériences aussi cette année pour montrer qu'il y a beaucoup de solutions sur lesquelles on peut mobiliser des logements qui, à un moment, vont être disponibles. Ça a été le cas sur la résidence du Crous à Vannes, donc sur une demande qui nous a été faite par le préfet du Morbihan et par le directeur de la DETS,
qui est à l'expérience de notre grande capacité à gérer ces entrées-sorties permanentes sur les logements. On a convenu d'une convention pendant les mois de juillet et août avec le Crous pour la résidence de Vannes et pour gérer 14 logements dans cette résidence. Alors, on a accueilli 9 saisonniers sur cette période-là. On est parti un petit peu tard dans la saison. On a ouvert fin juin. Donc ça veut dire que cette information, elle a mis un petit peu de temps à se diffuser auprès des professionnels qui avaient besoin de ces logements. Mais au final, ça a commencé à répondre à un besoin. Et je pense que cette expérience, on la renouvelera l'année prochaine, à la fois à Vannes, mais également sur des résidences à Lorient. Alors ça, c'est vraiment du réactif. Et quelque chose qui est dans cette logique de transformation d'un habitat existant et qui n'est plus demandé sur des territoires, c'est l'expérience que l'on a fait avec Van Golf Habitat, qui est en cours, que l'on a commencé aussi cette année, qui est de répondre à une autre problématique qui n'est pas uniquement la saison, mais c'est la difficulté que certains employeurs ont à aller au bout de leur processus de recrutement, parce qu'à un moment, il va manquer quelque chose. Un certain nombre d'élus, d'entrepreneurs du Pays de Vannes sont remontés vers leurs élus et vers l'État en disant « on a déjà du mal à recruter, on a du mal à trouver les compétences et on ne va pas au bout de certains processus de recrutement parce que les personnes ne trouvent pas de logement. Elles sont prêtes à venir, l'emploi leur convient, les niveaux de rémunération leur conviennent, mais ils ne trouvent pas le logement qui va leur permettre de changer de région, parce que ça concerne surtout des personnes qui changent de région. Face à cette demande-là, on a donc été sollicité par Van Golf Habitat pour savoir si une expérimentation, on était prêt à la prendre en gestion. Cette expérimentation est la suivante. Des grands logements dans le parc social, des T5 en particulier, ne sont plus demandés. La structuration des familles fait qu'il y a une demande qui diminue pour ces logements qui existent. Donc ça crée de la vacance et donc un problème de ressources pour le bailleur. Ces logements, on a proposé de les transformer en colocation. Et donc ces T5, le premier que l'on a fait et a ouvert juste au début de l'été, on a transformé ce T5 en colocation pour 3 personnes, sans critère d'âge. Là, on n'est pas sous statut de résidence sociale, on est sur du logement social classique. Donc on n'a pas de critère d'âge et on s'est affranchi en accord avec le bailleur sur des critères de revenus. Les plafonds que vous aviez tout à l'heure, on ne s'est pas mis cette contrainte-là. L'objectif, c'est de pouvoir apporter à des employeurs la possibilité de loger quelqu'un qui arrive pour soit sécuriser sa période d'essai, dire je vais voir, ça marche, et puis moi j'aurai mon logement, et si ça dure, de laisser le temps de repérer le territoire pour voir où et à quel niveau d'investissement je peux venir m'installer, seul si je suis seul, ou pour permettre à ma famille de venir s'installer, si jamais c'est l'objectif, parce qu'il faut peut-être attendre la fin de l'année scolaire et que toute la famille rejoigne le territoire. Donc aujourd'hui, cette première expérimentation fait que les 3 logements sont occupés. On vient de faire l'état des lieux de 2 autres T5 qui sont transformés pour apporter une capacité à 9 logements. Et le dernier élément qui est intéressant et qui nous intéresse, nous, par rapport à notre objet et nos missions de travailler sur la mixité sociale et professionnelle, c'est que ces logements-là sont dans des quartiers politiques de la ville. Donc on vient aussi rajouter de la diversité et de la mixité avec de l'activité dans un quartier QPV à Vannes. Voilà quelques expériences qui à la fois se rejoignent dans le fait qu'il existe du bâti et qu'il ne faut pas penser à un autre usage parfois. L'expérience de Quiberon, mais également on a une expérience intergénérationnelle à Grandchamp et une autre à Pontivy. Ces dernières expériences sont toutes sur des bâtiments qui existaient, qu'on a transformés et pour lesquels on a redonné usage. Et donc là aussi, on est dans une dimension environnementale, respectueuse, qui permet aussi de préserver le foncier. Donc on voit qu'il y a beaucoup de plus-value et le fait d'avoir un bâtiment existant permet d'aller plus vite dans une offre de logement nouvelle. Voilà quelques expériences sur lesquelles Agora Service est engagé et on continue et on a quelques autres projets aujourd'hui qui sont de ramener et de plus en plus le logement à proximité des territoires. Avant, les premiers, on voyait les cartes tout à l'heure, l'offre de logement de type résident jeune était principalement dans des espaces urbains. Aujourd'hui, on voit qu'il faut accompagner la proposition et les solutions de logement au plus proche des territoires
et au plus proche des emplois, parce que la question de la mobilité que l'on va évoquer tout à l'heure est aujourd'hui le troisième angle de cette problématique, et que les contraintes énergétiques aujourd'hui, plus les aspirations environnementales et les équilibres entre la vie professionnelle et la vie familiale, font qu'on va consacrer moins de temps au déplacement domicile-travail. Merci. Un grand merci à Loïc, un témoignage positif qui a su être dans la réactivité. On voit qu'en partant de bâtiments existants, en effet, en quelques mois, on peut faire des belles choses. Et cet été, c'était un peu tardivement, comme il l'a dit, c'est arrivé fin juin, mais avec les demandes qu'il y a partout dans la région, voilà, on peut avoir de belles opportunités. Il va y avoir Coralie qui va nous présenter... en excusant la Coperle, qui a également mis des choses en place au sein de sa société. Donc du coup, Coralie va vous présenter succinctement ce qu'ils ont mis en place. Oui, bonjour à tous. On avait sollicité la Coperle pour venir présenter et la responsable RH s'est cassé le pied. Voilà. Du coup, j'ai échangé avec elle. Ça fera le lien avec les deux présentations pour avoir le côté entreprise. Avant de vous laisser la parole, parce que je suis sûre que dans la salle, il y a des expérimentations qui ont également été mises en place. Donc, la Coperle, grande entreprise à Lamballe que je ne représenterai pas, donc, a mis en place des choses, notamment l'expérimentation de l'ouverture des internats par la région cet été. Donc c'est pour ça que ça nous a intéressé de les solliciter. J'ai sollicité la proviseure aussi de l'établissement, mais qui n'a pas souhaité venir témoigner puisque la gestion de l'internat cet été ne correspondait pas, n'était pas sur sa période. C'est pas elle qui a géré. Donc la Coperle a mené cette expérimentation donc avec la région, avec la mairie de Lamballe et le lycée. Et le dossier était en cours depuis l'hiver dernier. Donc il y a eu des difficultés, il y a des difficultés de logement à Lamballe. Et l'ouverture de l'internat était une option mise sur la table depuis quelque temps. Mais un petit peu comme à Vannes avec le Crous, l'accord a été assez difficile à avoir. Ça a pris du temps et ça s'est concrétisé qu'au mois de juin également pour cette première année. Donc ils ont signé une convention de mise à disposition. Il n'y a pas d'intermédiaire. La Coperle a géré en direct les choses. Donc, ils ont recherché par eux-mêmes des gardiens, des agents d'entretien également, qui c'était à leur charge. C'est eux qui ont géré les états des lieux. Donc, ça, la Caroline Ducrot, que j'ai eu au téléphone, la responsable RH, c'est elle qui a géré les états des lieux, plus un huissier de la région pour s'occuper de cette partie-là. Au niveau du tarif... les jeunes avaient pour loyer 10 € par jour. Et ils ont eu, en termes de résultats, donc 11 personnes à occuper les espaces cet été sur 80 chambres disponibles. Donc l'internat se situant à environ 3 km de la Coperle, ça permettait aux jeunes de venir en vélo ou en trottinette. Et ça permettait surtout à la Coperle de pouvoir offrir des possibilités de logement sur l'été, leur grosse saison. Donc pour la première année, c'est un bilan très positif, ça s'est bien passé et c'est satisfaisant. C'est une belle expérience qu'ils souhaitent remettre en place pour 2023 avec sans doute une amélioration des process et sans doute aussi une incitation à d'autres entreprises de Lamballe de participer à cette aventure de l'internat. J'ai pas eu de retour concernant l'internat à Dinard qui, lui, de mémoire, a été mis plus à disposition des restaurateurs. Donc, il y a une volonté également de la région d'ouvrir l'ensemble des internats pour l'été prochain, suite à ces deux expérimentations. Donc, on verra le résultat et on verra aussi que les discussions avanceront durant l'hiver pour être prêts plus tôt dans la saison pour pouvoir recruter et proposer ces solutions de logement aux jeunes actifs, aux jeunes étudiants plutôt, aux saisonniers. Et avant de vous laisser la parole, et ça fera le lien avec la mobilité, donc la Coperle a également mis en place des solutions de mobilité en mettant en place des bus au départ de Saint-Brieuc. Donc ils ont expérimenté début avril avec l'équipe du matin. Donc j'ai plus les horaires en tête, mais ça doit être du 5h, 13h, voilà, matin.
avec 2 points de rendez-vous dans 2 quartiers de Saint-Brieuc. Ils ont eu 42 personnes qui ont pris cette navette assez rapidement. Et ils ont mis en juin, puisque ça avait bien fonctionné, en juin la navette pour l'équipe de l'après-midi, donc 13h-21h, avec 56 personnes pour l'après-midi. Donc c'est plus de 80 personnes qui sont transportées tous les jours au départ de Saint-Brieuc. Sans quoi ces salariés qui sont plutôt issus de quartiers voilà, qui ont moins d'accès à l'emploi, ça a permis justement à ces personnes-là d'accéder à un emploi en mettant une solution de mobilité. Et ça a permis du coup à la Coperle de recruter des personnes qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas mis en place cette navette. Donc ça, c'est une solution aussi à mettre en place qui est réalisée par une société de transport privé, donc à la charge de la Coperle. Donc voilà un petit peu pour ce point-là. Je laisse la parole dans la salle, puisqu'il y a sans doute des questions à Emmanuel, à Loïc, ou des partages aussi d'expériences, d'expérimentation que vous avez pu mettre en place dans votre entreprise. Qui veut prendre la parole? La première est toujours difficile à prendre, mais est-ce qu'il y a des questions? Là. Bonjour, Françoise Lelanne, Investir au Finistère. J'aurais souhaité en savoir un petit peu plus sur les logements locatifs intermédiaires en vue de sous-location. Est-ce qu'il y a des exemples déjà développés en Bretagne? Est-ce qu'il y a des entreprises qui se sont positionnées sur ces possibilités-là? Justement, j'ai cherché, alors j'ai trouvé des exemples en Ile-de-France. Je sais qu'il y a même des filiales qui ont été développées, INLI, qui sont spécialisées dans les logements intermédiaires. J'en ai pas trouvé en Bretagne, en fait, j'ai cherché pour savoir s'il y avait des bailleurs qui le faisaient. Nous, on n'en fait pas encore. Par contre, c'est une piste qu'on pourrait explorer. Donc, ma réponse, c'est non. En tout cas, moi, j'en ai pas actuellement à vous présenter ce matin, mais... Alors souvent, ce qui était mis en avant, parce que j'avais eu des discussions avec d'autres dirigeants de bailleurs sociaux, c'était que le zonage était quand même contraignant, mais on voit bien qu'on peut aussi demander l'autorisation. Alors, il va falloir motiver, mais auprès des services de l'État. Et puis, j'ai envie de dire aussi que, je ne sais pas comment le dire autrement, mais quelque part, les temps ont changé. En fait, là, l'urgence s'est renforcée. Donc, peut-être qu'il y aurait aussi plus de tolérance pour expérimenter certaines choses. En fait, c'est ce que je me dis. Il y a un autre point aussi que j'ai pas, parce que je ne suis pas rentrée dans le détail, mais le logement intermédiaire, il est moins bien financé. Il sort du service d'intérêt économique général, du bailleur social. Donc, il n'y a pas de subvention. Enfin, voilà, les financements sont tout autres. Donc, c'est vraiment, je pense, un partenariat peut-être à avoir avec les entreprises. Partant de l'idée que moi, ce qu'on m'avait dit aussi, c'est que, alors je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas il y a quelques mois, certaines entreprises étaient prêtes, on me disait, il y a tellement de pénurie que des entreprises bretonnes sont prêtes à construire eux-mêmes leur logement. Donc du coup je me suis dit, dans ces cas-là, il y a moyen de se rencontrer et peut-être de travailler sur ces solutions. Je ne l'ai pas précisé, mais c'était mis, je crois, à l'écran. Il y a bien d'autres solutions qui existent. Il ne faut pas hésiter après à revenir vers nous, je pense aussi avec Loïc. Voilà, il y a plein d'autres montages possibles. Moi, j'en ai présenté 2 ce matin, mais il y a d'autres montages possibles, juridiques et économiques, pour apporter des solutions. Et une question concernant Agora Service aussi. Donc, je comprends que c'est une association, mais est-ce que vous pouvez préciser qui est derrière l'association, en fait ? C'est une association classique 1901, donc on a un conseil d'administration. Aujourd'hui, le conseil d'administration est composé de 5 collèges, mais ça, c'est nos statuts et ça nous appartient de les définir comme tels. On a des membres de droit donc, qui sont liés soit au territoire, soit à la CAF, par exemple, qui font partie, parce que la CAF est associée à nos projets à la fois au moment de l'investissement, mais aussi au fonctionnement. Les résidents jeunes apportent aux jeunes donc, des solutions de mobilité réellement accessibles, parce que les APL sont majorés dans les résidents jeunes. Et un jeune qui a pas ou peu de revenus va avoir pour un T1 ou un T1 bis un résiduel entre 30 et 50 euros mensuels, charges comprises. Donc c'est vraiment du logement accessible pour des jeunes qui commencent leur formation ou qui commencent leur vie professionnelle. Par contre, dès qu'on commence à gagner un peu d'argent, le niveau d'APL diminue assez vite, ce qui est assez logique. Le deuxième collège associe
va dire, les acteurs économiques du territoire. Donc on va y retrouver les représentants de syndicats de salariés, mais aussi le MEDEF, par exemple, sont dans ce deuxième collège. Le troisième, ce sont des personnes qualifiées pour qui l'objet social de l'association les motive. Hein, mais ce sont à la fois des personnes qui sont en activité, qui sont issus à la fois du monde économique classique, mais aussi du mutualisme, qui vont s'intéresser à Agora Service. Et puis les deux autres, c'est les représentants de nos résidents. On devrait même élargir, on devrait dire nos clients, parce que les activités d'Agora Service ne se limitent pas à la gestion locative. Et le dernier collège, c'est les représentants du personnel. Voilà à quoi correspond le conseil d'administration d'Agora Service. Après, aujourd'hui, donc, on est une association qui fonctionne comme une entreprise. Notre réalité d'exploitation, c'est 6% de subventions et 94% de produits. Et dans les produits, bien sûr, il y a les loyers, mais nous, on s'engage vis-à-vis d'un bailleur à assurer le paiement sur la couverture d'emprunt nécessaire à la construction d'une résidence jeune, quand c'est le cas. Et quand on signe une convention avec un bailleur, en général, on vise très rapidement les noces d'or, quoi. On est sur des financements très longs. On est sur ce qu'on disait tout à l'heure, la Banque des Territoires. Derrière, c'est la Caisse des dépôts. Et donc, on est sur des financements accessibles donc, à ceux qui ont la délégation à la pierre, comme on l'appelle, et qui vont rechercher des financements longs. Et donc, on est sur 40 ans, 50 ans. C'est-à-dire que quand on prend un projet comme celui-là, on engage l'association pour sa génération future aussi. Et donc, il faut très bien construire les opérations à la fois au moment de leur construction, mais aussi dans leur durabilité. Parce que le fonctionnement fait que nos charges d'exploitation sont liées au remboursement des emprunts nécessaires, au provisionnement nécessaire pour l'entretien du bâtiment, ce qu'on appelle les provisions pour grosses réparations, et puis les frais de fonctionnement du bailleur, voilà, donc ce qu'on appelle les frais de gestion. Et donc on s'engage, nous, en tant que gestionnaire, à payer ça au bailleur. Et donc, il faut qu'on ait un taux d'occupation de nos résidences qui soit élevé, parce que l'exploitation est quand même assez serrée. On est dans une équation où le loyer de sortie est le plus serré possible, parce que le public visé n'est pas celui qui dispose de le plus de ressources. Et donc ça, c'est un élément. Et donc, pour fonctionner comme ça, chez nous, nos taux de remplissage moyens annuels sont aux alentours de 95%. La vacance, c'est soit l'entretien, le nettoyage, une période de quelques jours, parce que les entrées-sorties sont très fluides. Un jeune qui veut rentrer dans une résidence chez nous, il faut d'abord qu'il soit en activité, c'est-à-dire soit il a un emploi, soit il est en formation. Voilà, c'est ces critères-là. Il a un peu de ressources, à minima, pour garantir son loyer. Et s'il remplit ces conditions, il peut quasiment rentrer dès qu'il y a une place de disponible. Et à la sortie, c'est un préavis de 8 jours. Donc on est vraiment fluide, très fluide et on apporte des solutions qui sont liées à la mobilité des jeunes aujourd'hui, y compris dans leur phase d'alternance. Voilà. Alors, je rajoute juste une chose par rapport à ce qui était dit tout à l'heure. Oui, la période est favorable à l'expérimentation. Dans le Morbihan, les initiatives dont je vous ai parlé, elles sont venues aussi de la demande de l'État. C'est le préfet qui est venu chercher des bailleurs, qui est venu nous chercher en tant que gestionnaire pour expérimenter. Donc l'expérimentation, oui, je pense que c'est favorable. Et d'ailleurs, le 20 octobre, dans le Morbihan, il y aura une réunion avec l'ensemble de l'écosystème autour du logement, de l'emploi, de la mobilité, à l'initiative du préfet, pour justement faire de cette question du logement la question prioritaire du département. Loïc, est-ce que tu peux justement, par transition, préciser qui étaient les parties à la convention pour le Crous ? Alors, donc pour le Crous, l'initiative, c'est une demande du préfet. Le préfet a délégué le directeur départemental du travail et des solidarités, la DETS. Il a dit, voilà. Et c'est aussi le préfet qui est allé voir le directeur régional du Crous. Il a dit, moi, je veux expérimenter sur mon territoire. Le Crous a dit, on ne les connaît pas. Et donc, la chose la plus difficile, ça a été pas de convaincre les employeurs, ça a été de convaincre le Crous qu'ils pouvaient nous confier et qu'on rendrait en état et à l'heure, et ce qu'on peut comprendre, les logements, parce que leur vocation première est d'accueillir des étudiants à la rentrée. Donc, on a finalisé cette convention en juin. Donc,
On a commencé l'exploitation en juillet et on s'est bien sûr engagé vis-à-vis du Crous que c'est nous qui assurions l'état des lieux, c'est nous qui assurions la sécurisation, c'est nous qui gérions les entrées et sorties, et qu'à la date, donc c'était le 29 août je crois, il fallait que l'ensemble des logements soient rendus à leur finalité première qui était l'accueil des étudiants. Et ça s'est très bien passé, donc le Crous est rassuré maintenant. Oui, il y a une question là-bas. N'hésitez pas à partager vos expérimentations aussi. Bonjour, François Leroy, RiSmart. C'est des beaux exemples, bravo. J'ai l'impression quand même, on est quand même situé sur des zones urbaines. Le gros des demandes de logement, je fais référence, vous employez tout à l'heure à l'agroalimentaire, on est vraiment sur des zones périurbaines. Et il y a une demande qui est extrêmement forte. La question est naïve, la réponse est peut-être plus complexe. À qui il faut s'adresser, sur qui il faut mettre la pression, justement pour pouvoir se développer dans ces zones périurbaines des logements qui sont cruellement manquants. Je ne vais pas dire joker, je prends la première partie et puis je laisserai la deuxième derrière. Bien sûr qu'il faut que, à tout niveau, une offre de logement arrivera à se concrétiser que si elle part du territoire. Donc les premiers à mobiliser, il y a deux familles, les élus et les entreprises. L'expérience de Vannes, même si elle est urbaine, elle est partie de là. C'est d'abord des entreprises qui disaient « nous, on ne peut pas aller jusqu'au bout du processus de recrutement, il faut qu'on trouve des solutions ». On n'a pas, mais c'est après que le préfet a mobilisé donc à la fois le bailleur et les élus locaux pour rechercher une solution et l'imaginer ensemble. Mais ce type de vacances, elle est possible aussi dans un milieu périurbain. Des logements de grande taille aujourd'hui, a fortiori dans du collectif, il y en a. Par contre, il faudra associer, alors ce n'est pas uniquement parce que c'est nous, mais ça fonctionne que quand il y a quelqu'un qui fait vivre le lieu au quotidien. C'est-à-dire faire cohabiter des gens qui n'ont pas prévu de se rencontrer, si on ne les accompagne pas, ce n'est pas sûr que ça marche durablement. Et ce n'est pas évident de se dire que je vais venir prendre un emploi et que je vais commencer par cohabiter avec quelqu'un que je ne connais pas, qui n'a peut-être pas le même âge que moi, les mêmes intérêts, le même rythme. On va partager malgré tout des espaces en commun, la cuisine par exemple. Donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour accompagner cette mise en relation. Donc, mais ça se trouve, et ces expériences-là sont de plus en plus connues. Et si on est reconnu, c'est surtout pour cette partie de gestion, ce qu'on appelle gestion locative. On gère l'ensemble du côté juridique, le bail, l'état des lieux, mais aussi, et peut-être surtout, l'accompagnement de la personne dans sa dynamique résidentielle. Oui, en complément, enfin tout a été dit. Je pense qu'il y a une dynamique de saisine peut-être, oui, du préfet, de la préfecture, etc. sur les problématiques rencontrées par les entreprises. Et puis, mais bon, je pense qu'il les connaît déjà, mais peut-être relancer là-dessus. Et dans un second temps, ou en temps masqué, en fait, n'hésitez pas à aller voir les bailleurs sociaux, les associations aussi. Bon, on voit bien que là, du coup, on œuvre de concert, donc. Et puis, peut-être qu'il peut y avoir des rencontres tripartites ou quadripartites avec les maires, puisque c'est eux qui vont avoir le foncier. Voilà, je pense que ça part de là, mais peut-être même déjà, c'est pour ça aussi que moi j'en avais profité pour mettre les contacts, parce que s'il y a vraiment des enfin, les bailleurs sociaux ont compétences régionales, ça, il faut le savoir. On peut même intervenir sur des départements limitrophes à la région pour lesquels on a un agrément de l'État. Mais on peut travailler très spécifiquement, il faut partir du terrain en fait. Quelles sont la réalité du terrain, quelles sont les réalités du terrain, travailler sur les solutions qui existent, d'autant plus que je disais tout à l'heure qu'il y avait d'autres dispositifs juridiques, donc tout n'a pas été vu, voir l'existant, voir ce qu'on peut réemployer ou réutiliser, et puis développer ensemble, et après aller voir les élus probablement. Peut-être aussi avec d'autres entreprises qui accompagnent, je pense à ça parce que travaillant sur le réemploi, c'est de l'économie circulaire déjà. Il y a des entreprises qui accompagnent en AMO en fait là-dessus et qui vont du coup impulser aussi tout ce tissu entre entreprises pour créer ces plateformes de tri, etc. Donc il y a aussi une dynamique économique derrière qui va naître de tout ça. Voilà, il y a aussi de l'emploi, il y a plein d'autres choses. Donc je pense qu'il ne faut pas hésiter à contacter les interlocuteurs. Est-ce que peut-être qu'il y a des exemples parmi vous dans la salle de témoignages de solutions que vous auriez menées dans votre entreprise ou d'autres solutions qui pourraient exister sur ce sujet-là du logement ?
Voilà, l'idée était vraiment de partager, trouver des idées. Je dirais que chaque territoire a ses spécificités et chaque chose sera adaptée. Merci, bonjour, je suis Stéphane Gillet, je suis le DRH du groupe Alain Glon Holding, que vous connaissez pour les chips Bretz par exemple. Donc je suis en Centre-Bretagne, à Pontivy. Donc la problématique qui a été montrée tout à l'heure est très vivante. Le commentaire sur l'agroalimentaire l'est de surcroît, parce que ce n'est pas forcément les rémunérations les plus élevées par rapport à d'autres métiers ou d'autres secteurs d'activité. Au demeurant, les problématiques de recrutement sont bien réelles en ce moment. On essaye de valoriser nos emplois justement plus largement que nos territoires pour essayer de faire venir justement du personnel, parce que le taux d'emploi dans le Centre-Bretagne est très très élevé pour le coup. Et dans cette logique-là, en fait, pour aider mes responsables RH à faciliter certains recrutements, sur les aides à la mobilité, en fait, on a réussi à faire venir des gens de d'autres régions, d'Alsace par exemple. Là en ce moment, on a même des gens de Dijon et de Lille qui potentiellement vont arriver sur la région de Pontivy. Et pour aider à franchir le cap, parce que finalement la mobilité génère beaucoup de dépenses aussi, au-delà même de la recherche du logement. Et en tant qu'employeur, comment pouvons-nous aider? Bien sûr, tout le dispositif Action Logement, qu'on n'a pas trop abordé aujourd'hui, est certainement à plus valoriser auprès des différents partis, pour le coup, parce que c'est une aide réelle. Tout comme ça peut financer justement l'aide à la recherche du logement lui-même. Bien entendu, il y a les bailleurs, il y a la sphère privée, mais je pense que ça, c'est un aspect qui n'est pas à négliger d'une part. Et d'autre part, en fait, nous, on investit parce que finalement, ne pas avoir le personnel, c'est du chiffre d'affaires en moins, ni plus ni moins. Et dans cette logique-là, on a pris en charge les aides à la mobilité, c'est-à-dire le paiement d'une prime d'installation. Au niveau de l'URSSAF, vous avez des dispositifs qui exonèrent, vous pouvez donner de l'argent, c'est du net de charges et d'impôts, à concurrence d'environ 1 500 € pour une personne seule, et vous avez même des majorations pour les enfants, à concurrence de 3 enfants. Donc ça, on le fait. Et en même temps, j'ai aussi été jusqu'à l'aide sur la prise en charge de frais de déménagement. Par contre, je conditionne, parce qu'il y a aussi la sécurisation de l'entreprise, à un temps de présence dans l'entreprise, sans quoi la personne doit rembourser à un moment donné. Mais au demeurant, ça a permis d'aller au bout de certains recrutements, et ça a permis d'avoir un déclic, peut-être pour notre entreprise, et qui n'aurait pas été le cas si je n'avais pas pu mettre ça en avant dans la proposition. Et on le fait de manière spontanée. C'est-à-dire on n'attend pas qu'on nous le demande. C'est-à-dire qu'on essaie de se valoriser un peu plus. On se vend, oui, effectivement. Merci pour ce partage. Une réaction, un commentaire? Un autre témoignage peut-être? C'est vrai que vous avez évoqué Action Logement et les possibilités. Il y a aussi, il devait avoir une représentante, je ne sais pas si elle est là, Madame Mousset, elle n'est pas là. Des agences d'accueil aussi de nouveaux salariés auxquels vous pouvez faire appel en tant qu'entreprise, qui aident à trouver un logement, qui a des contacts avec des propriétaires, etc. Donc il y en a plusieurs sur le territoire. Je ne vais pas tous les citer parce qu'elles ne me viennent plus à l'esprit. Mais voilà, il y a des dispositifs aussi qui permettent de sous-traiter cette partie-là dans le cadre d'un recrutement, en effet, pour sécuriser, comme vous disiez, l'arrivée d'une personne et que la personne, clé en main, on lui propose un logement temporaire ou après on aide à trouver des maisons, etc. Et plein de services. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur la partie logement? Oui. J'avais une question complémentaire. Vous avez parlé de fonds propres tout à l'heure, des bailleurs sociaux. Moi, ce que j'entends, notamment au Finistère, mais sans avoir les éléments de preuve, c'est que les bailleurs sociaux en fait, sont face aussi à de nombreux travaux à effectuer dans les logements déjà qu'ils ont à gérer. Ce qui peut obérer du coup aussi les capacités sur des nouveaux projets. Or, les besoins sont quand même là, vous l'avez dit. Donc voilà, j'aurais voulu avoir votre réaction sur ce point. Oui, sur la partie de la capacité d'autofinancement et des fonds propres disponibles des bailleurs sociaux, oui, elle se réduit en fait, sauf certains bailleurs qui sont beaucoup plus importants. Je l'ai dit, on a moins de 12 000 logements. Si vous êtes sur un bailleur qui a 122 000 logements, par exemple, on n'est peut-être pas sur les mêmes ordres de grandeur, mais la période est compliquée aujourd'hui pour financer. On a dit, nous on part, ce que disait Loïc tout à l'heure, c'est-à-dire que les opérations, quand on les monte,
financièrement, on tire le trait pendant 40 ans, 50 ans. Et vous avez des opérations aujourd'hui qui sont en logement locatif social, qui sont d'ores et déjà déficitaires. Surtout si les collectivités ne peuvent pas abonder plus. Ça veut dire que déjà votre capacité globale, cette opération sera déjà un poids dans les finances de l'organisme jusqu'à la fin, parce que 50 ans, il va falloir réhabiliter. On réhabilite, ça dépend des logements, des régions, etc. Mais peut-être à 20 ans, 25 ans, parfois c'est avant. Et donc il va falloir réemprunter, remettre des fonds propres pour la réhabilitation. Et donc on voit bien que le modèle, il trouve vite ses limites. Donc oui, là, tous les bailleurs, je parlais de la réduction de loyer de solidarité, ça a été la réduction a eu un impact fort sur les capacités des organismes, hein, c'est ce qu'on dit depuis longtemps. Là, ce qu'on craint surtout, c'est les impayés, parce que le coût de l'énergie, la précarité, les inquiétudes, etc., font que les ménages vont peut-être avoir plus de mal à payer leur loyer. Or, les loyers, c'est la ressource principale des bailleurs sociaux. C'est comme ça qu'on tourne et qu'on va dégager de l'autofie. Et aujourd'hui, effectivement, on a du mal à investir. Et si on ne met pas de fonds propres, les opérations ne sortent pas. Enfin, sauf cas exceptionnel, mais la plupart du temps. Alors, on devient des stratèges. Je disais qu'on était créatifs, mais alors, je vous donne un exemple à Saint-Brieuc, rue des Trois Frères Le Goff, on a une opération. On cumule l'aide fonds friche, plus l'aide Action Cœur de Ville, plus une autre aide. Enfin, on essaye de rentrer dans toutes les cases, en fait, pour obtenir le maximum d'aide. Ça ne marche pas à tous les coups. Donc voilà, il y a des questions fondamentales à se poser, mais effectivement, je confirme ce que les autres bailleurs vous disaient. Oui. Et je fais un petit point par rapport à ce que vous disiez, monsieur. Alors moi, j'ai une autre aussi agence, je crois, je ne me souviens plus du nom exact, je crois que c'est Bretagne Mobilité Service au Conseil aussi. Qui Carrière Nomade à Brest également, je regarde. Oui, qui accompagne, alors c'est plus sur l'île-et-Vilaine. Je pense que ce que vous disiez par rapport aux primes d'installation, ça a un impact aussi psychologique, à mon avis, énorme. Enfin, je veux dire, vous prenez soin du salarié avant même qu'il arrive, et ça le met forcément dans des dispositions favorables par rapport à l'entreprise. Et comme ce n'est pas courant non plus, enfin moi j'en suis convaincue, hein, je pense que les gens doivent voir ça de façon vraiment extrêmement positive. Sur la ressource et les fonds propres pour les bailleurs sociaux, alors il y a les loyers, mais il y a aussi la cession. Donc il faut vendre une partie du patrimoine pour justement recréer des fonds propres. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est que le coût de construction est tel par rapport à l'objectif de sortie des opérations que s'il n'y a pas ces moyens propres du bailleur, l'opération ne s'engage pas. Et ce sera de plus en plus difficile, ça c'est clair. Merci en tout cas pour ces éléments.